Afin de réaliser une pâte sablée, nous avons besoin de farine courante, sans trop de gluten, de beurre, de sel fin, de sucre semoule ou de sucre cassonade, de la levure chimique et pour finir, une hydratation amenée par du jaune d'œuf uniquement. La première étape de la fabrication de la pâte va se faire selon la méthode par sablage, c'est-à-dire en travaillant uniquement deux produits, la farine et le beurre du bout des doigts. L'objectif du sablage étant d'enrober les particules de farine d'une fine couche de beurre pour les isoler et limiter leur hydratation. En effet, la farine contient en outre une protéine qui s'appelle le gluten et qui s'active en présence d'eau et à la suite d'un travail mécanique. Le sablage va donc limiter l'hydratation du gluten et donc sa formation. C'est la raison pour laquelle il est d'usage d'utiliser une farine sans trop de force pour la confection des pâtes sablées. On utilisera également une farine plutôt de type 55 qui ne contient que très peu de son. Il est important de ne pas prolonger le sablage sous peine de faire ressortir l'eau du beurre qui hydraterait directement les particules de farine et on se retrouverait avec une pâte qui serait très difficile à travailler. Une fois l'étape de sablage réalisée, ajoutez le sel fin, la levure chimique et le sucre. L'utilisation de levure va permettre un léger gonflement de la pâte qui donnera réellement cet aspect sablé. Attention, c'est ici de la levure chimique qu'on appelle poudre à lever et non de la levure biologique. Mélangez rapidement tous ces éléments. Réalisez un puits au centre de la calotte et intégrez les jaunes d'œufs à l'intérieur de la préparation. Amalgamez la totalité des éléments sans trop travailler la pâte pour ne pas lui donner du corps, c'est-à-dire lui donner de l'élasticité. La pâte sablée est une pâte qui ne se rétracte presque pas, et ceci est lié à son hydratation. En effet, la présence de jaune d'œuf en tant qu'élément hydratant ne pourra guère entraîner la formation d'un réseau glutineux. La pâte sera donc très friable et très peu élastique. La pâte sablée est une pâte considérée comme la moins élastique. Néanmoins, cette hydratation uniquement au jaune d'œuf va entraîner une pâte très friable, voire cassante. Il faudra donc être précautionneux durant les étapes ABC et foncées. Une fois les éléments amalgamés, positionnez la pâte sur le marbre et la phraser, c'est-à-dire l'écraser avec la paume de la main pour la rendre homogène. Attention toutefois à limiter le phrasage qui peut générer du corps dans la pâte. Donnez une forme circulaire à la pâte et la mettre sous faible épaisseur. Conditionnez la pâte en la filmant au contact et entreposez-la au frais pour la raffermir légèrement et qu'elle effectue une petite phase de repos. Attention, la pâte sablée est une pâte assez difficile à manipuler. Il convient donc de ne pas la laisser trop refroidir avant de l'utiliser, sous peine d'observer une pâte extrêmement cassante. Abaisser et foncer dans un cercle à tarte de 18 cm de diamètre. Cuire la pâte sablée à blanc, sans poids, à 160 degrés durant 25 à 30 minutes. Afin de réaliser une crème ganache, faire fondre au bain-marie du chocolat, ici de la couverture de chocolat noir. La couverture de chocolat est en définitive un chocolat avec une quantité de beurre de cacao minimale de 31%. Le chocolat de couverture contient généralement moins de sucre que le chocolat classique. Et pourquoi ce nom de couverture ? Tout simplement car ce chocolat est idéal pour la confiserie et l'enrobage. Sa fluidité le rend parfait pour recouvrir les bonbons d'une fine couche de chocolat. C'est la raison pour laquelle, en pâtisserie, on utilise essentiellement du chocolat de couverture pour toute préparation. Pour assurer une bonne fonte du chocolat, il est important de commencer avec un bain-marie tiède et pas très chaud. Un bain-marie bouillant pourrait rendre épais et visqueux le chocolat, car la température trop importante pourrait directement brûler le chocolat. Il faudra également faire très attention à
à ne pas mettre de l'eau en contact du chocolat. En effet, l'eau est l'ennemi du chocolat. En présence d'eau, le chocolat durcit, devient épais et granuleux, et ceci est lié à la composition du chocolat qui est composé en grande partie de matière grasse représentée par le beurre de cacao. C'est la raison pour laquelle une ganache réside en fait sur le principe de l'émulsion. Une fois le chocolat bien fondu, retirez-le du bain-marie. Parallèlement à la fonte du chocolat, chauffez de la crème et du glucose. Le glucose va permettre d'apporter une certaine texture intéressante à la ganache en lui apportant de la souplesse. Il va également légèrement la sucrer. Pour mes mots, le pouvoir sucrant du sirop de glucose est de 0,5. Il faudra donc faire attention à l'apport de glucose qui est parfois proscrit afin d'équilibrer le sucre dans la ganache. Certains professionnels utilisent du sucre inverti pour apporter de la souplesse, du moelleux et de la conservation. Néanmoins, cette pratique a tendance à s'estomper car le sucre inverti développe un pouvoir sucrant de 1,2, ce qui n'est pas négligeable en termes de sucre au sein d'une préparation. Versez lentement un tiers du mélange chaud sur le chocolat fondu. A l'aide d'une maryse, mélangez énergiquement depuis le centre en décrivant des petits cercles pour créer un noyau élastique et brillant. L'objectif ici est de créer une émulsion entre le chocolat et la crème grâce à une action mécanique. Ici, nous utilisons une maryse pour ne pas incorporer de l'air dans la ganache ni la blanchir, ce qui pourrait arriver avec l'utilisation d'un fouet. Incorporez le deuxième tiers et mélangez selon le même procédé. Puis, incorporez le troisième tiers. Lorsque la température atteint 35-40 degrés, ajoutez le beurre coupé en petits dés. On pourrait mixer afin de lisser et parfaire l'émulsion, mais cela ne sera pas nécessaire ici. Pour réaliser une ganache, il est tout à fait possible de concasser ou hacher du chocolat au couteau et de verser de la crème très chaude par-dessus et de réaliser l'émulsion avec un mixeur plongeant. Cette technique est totalement valable et elle est d'ailleurs très répandue. Une fois la pâte sablée cuite et refroidie, garnir la tarte avec la ganache au chocolat encore fluide. Prenez soin de remplir bien à ras afin d'obtenir une tarte parfaitement bien garnie. Entreposez au frais un minimum de 4 heures avant dégustation qui permettra la cristallisation de la ganache.